vu les éléments les plus importants pour classifier ou donner le qualificatif de travail en milieu hyperbare, parce que c'est une partie du travail où c'est des travaux ou des métiers qui ont une, comment dire ça, ils sont encadrés par la réglementation. C'est-à-dire qu'il y a une définition, il y a une législation spécifique pour l'exercice de ces métiers, pour l'aptitude médicale pour l'exercice de ces métiers, pour l'obtention du brevet, qui est l'équivalent de l'autorisation de pouvoir exercer ce type de métier. Donc, ils sont assez particuliers. Et on peut introduire en disant que les salariés qui sont des travailleurs du milieu hyperbare vont être soumis à une pression, mais aussi à de nombreux autres risques qui sont liés à l'exercice en milieu hyperbare, mais aussi à l'environnement dans lequel ils vont évoluer. Et donc, ce sont des métiers dangereux qui se font dans des milieux dangereux. Et pour le coup, la législation va imposer aussi bien à l'employeur qu'au travailleur un certain nombre de limites et de critères sur la base desquels il faut pouvoir exercer ce métier. Alors du coup, vous n'avez que des entreprises et des salariés qui ont des autorisations et des certificats dédiés à ce type de métier qui peuvent réaliser des travaux en milieu hyperbare. Alors, je reviens sur la définition du milieu dit hyperbare. À chaque fois que la pression est supérieure à celle de l'atmosphère, on parlera de l'atmosphère au niveau de la mer, on parlera de milieu hyperbare. Ça vous semble quelque chose de simple, mais quand on descend de quelques centimètres en dessous du milieu du niveau de la mer, on est en milieu hyperbare, parce qu'on ne peut plus respirer. Normalement. Pardon, professeur Ida. Oui. Je ne sais pas si le problème Andy ou là c'est pour tout le monde, on ne voit pas l'avancement de la dia. Ah. Je ne sais pas pour les autres si c'est le même cas. Vous avez toujours la dia du titre? Oui, c'est la même chose, on a toujours la même dia. Elle a raison. Vous avez celle-là, celle du titre. Maintenant, je n'ai plus rien, moi. Mais non, il n'y a pas de diapo. Et là maintenant? On ne voit plus rien. Personne ne voit plus rien. Rien n'est affiché. Rien n'est Vous avez affiché. arrêté le partage, professeur. Ah, alors attendez, j'ai dû appuyer inopportunément sur ma souris. Je vais en profiter. J'ai entendu quelqu'un toquer. Je vais en profiter. Tout le monde là, la deuxième dia? Oui, c'est réglé. Oui. Très bien. Et la collègue qui vient de rejoindre, c'est bon? Elle nous entend? Oui, oui, c'est bon. Très bien, ok. Je disais donc que les salariés sont soumis à de nombreux risques. Il y a une législation particulière et les entreprises et les salariés doivent bénéficier d'un certain nombre d'éléments que sont un certificat dédié, un brevet dédié délivré par les autorités compétentes désignées dans la réglementation. Alors, la définition du milieu hyperbare, je disais que c'était le fait d'être en dessous du niveau de la mer. On est en milieu où on dépasse la pression atmosphérique et on considère que nous sommes en milieu hyperbare. Alors, évidemment, ce sont des milieux qui sont donc dangereux et exposent les travailleurs à des risques dans ces milieux. Et donc, il y a un certain nombre de dispositions pour protéger les travailleurs et pour protéger les employeurs aussi, qui sont imposés
dès qu'on est dans une pression relative à partir de 100 hectopascales. C'est-à-dire que lorsqu'on est en dessous de 1 mètre de profondeur pour les plongeurs, dans le cas de la plongée, on considère qu'on est dans un milieu hostile et qu'il faut répondre à un certain nombre de critères pour le faire. Alors, il y a des milieux que vous connaissez, d'autres moins. Les salariés vont être exposés aux travaux en hyperbarie lorsqu'ils font des travaux en rivière, en mer ou dans des plans d'eau tels que les barrages, les puits, les forages, les aménagements de berges, etc. Et à chaque fois qu'ils ont besoin de mettre en place ce qu'on appelle des pales planches, des coffrages ou des bétonnages. Ce sont des systèmes qui permettent de créer, par exemple, au milieu d'une rivière ou au milieu d'un plan d'eau, une partie qui ne va pas être submergée par l'eau et dans laquelle on peut pouvoir travailler. Mais il faut pouvoir placer ces éléments pour créer cet espace où le travail peut se faire. La plongée peut se faire aussi lorsqu'on a besoin de mettre en place des piles de ponts, lorsqu'il y a des ponts qui vont faire traverser une partie de la mer ou une rivière ou un fleuve ou au-dessus d'un barrage ou des choses comme ça. Donc, on a besoin de mettre en place des éléments qui permettent de soutenir la structure du pont. On a aussi des travailleurs qui sont en atmosphère hyperbare lorsque l'on a besoin de placer ce que l'on appelle des boucliers pour être poussé par des vérins. C'est tout le travail qui se fait pour creuser des galeries, des tunnels, des sondages, des terrassements et le travail des tubistes. C'est exactement ce qu'on a fait pour les tunnels du métro, par exemple. On a une espèce de grosse machine qui est comme une vis sans fin qui s'enfonce au niveau du souterrain pour creuser une galerie. C'est ce type de travaux sont classés parmi les travaux en hyperbarie. Et à côté de cela, vous avez toutes sortes de métiers qui vont faire appel à des spécialistes de l'électricité, de la maçonnerie, de l'étanchéité, de tout ce dont on peut avoir besoin pour arriver à terminer un ouvrage, quel qu'il soit. Enfin, tous les travaux qui se font dans ce qu'on appelle les terrains humides ou marécageux, dans lesquels on a besoin de faire des galeries, des trous, des souterrains, etc., se font dans ce type d'atmosphère. Alors évidemment, je n'insisterai jamais assez pour dire que seules les entreprises qui ont des certificats délivrés par un organisme de certification sont accréditées et cet organisme est accrédité par l'État, peuvent réaliser des travaux en milieu hyperbare. Et de la même façon, seuls les salariés qui ont un certificat d'aptitude à l'hyperbarie peuvent travailler dans ce type de milieu. Et ce certificat ne peut être délivré qu'après avoir subi une formation pour pouvoir travailler en milieu hyperbare, et cette formation doit être dispensée par un organisme compétent, donc accrédité. Alors, si on pose le postulat que le travailleur va exercer son métier dans un milieu hyperbare, il est donc soumis à une pression supérieure à la pression atmosphérique. Que dit le constat premier? C'est qu'on est soumis à la pression ambiante, on ne peut pas se protéger du milieu hyperbare, il est ce qu'il est, et alors j'essaye de retrouver il y a quelqu'un d'autre qui attendez, accepté. C'est bon? Il y a une personne qui vient de rejoindre, c'est bon? Oui, en principe. OK. Donc, on est soumis à la pression ambiante, on ne peut pas s'en protéger et l'organisme
se retrouve dans une situation où il doit absolument s'adapter à cette pression. Alors, quand on regarde de plus près, on peut se dire qu'il y a des outils ou des accommodements ou des aménagements qui peuvent nous permettre une espèce de protection. C'est-à-dire, on peut utiliser un robot télécommandé. Mais quand on utilise un robot télécommandé, on est à l'extérieur du milieu hyperbare. On peut travailler avec un sous-marin que l'on appelle aussi un bathyscape. C'est une espèce de petite machine qui a toutes les caractéristiques d'un sous-marin, mais qui peut prendre une personne, voire deux, pour aller dans le milieu hyperbare, mais la personne est à l'intérieur du sous-marin, donc elle a toutes les commodités de la pression ordinaire et respire sans bouteille, sans rien. Donc du coup, on est aussi à l'extérieur du milieu hyperbare. On peut parfois diminuer la pression en baissant le niveau de l'eau. C'est ce qu'on met quand on met les espèces d'éléments, la planche, qui nous permettent de créer dans une zone un milieu qui nous permet de travailler en dehors de l'eau, à un niveau de l'eau très très bas, comme lorsqu'on travaille par exemple à marée basse. Ce sont des subterfuges qui nous permettent d'échapper à la pression et du coup, nous ne sommes plus en milieu hyperbare. Mais il y a beaucoup de situations pour lesquelles ce type d'aménagement est possible et pour lesquelles le travail se fait en fait en dehors de la pression. Pour rappel, au niveau de la mer, on a une pression atmosphérique à 1 bar ou 10 mètres d'eau ou 760 mm de mercure ou une atmosphère. Tous les 10 mètres d'eau, on ajoute 1 bar ou une atmosphère. Ça, c'était le rappel de la fin du cours dernier. À partir de maintenant, tout ce que l'on pourra dire sur le travail en milieu hyperbare est tiré de la réglementation. On est obligé de se conformer, d'être dans le carré du décret exécutif que je vous cite dans cette dia, et il y en aura un autre complémentaire pour un deuxième type de définition de travailleurs en milieu hyperbare. Ici, on parlera des plongeurs professionnels à des fins d'exploitation de ressources biologiques marines, et il y aura un texte complémentaire avec beaucoup de ressemblances pour les scaphandriers. Alors, la définition légale de l'hyperbare, c'est toute pression supérieure à la pression atmosphérique. Elle est relevée donc dans ce décret. Ensuite, la définition légale du bar, c'est l'unité de mesure des pressions utilisées pour le calcul des pressions exercées sur les plongeurs lors de plongées sous-marines professionnelles, lorsqu'ils exploitent des ressources biologiques marines, et aussi pour l'air et les mélanges qu'ils vont respirer. Là aussi, on a ces deux éléments qui rentrent dans la définition de l'unité de mesure de la pression, qui est le bar. Et c'est défini par ce même texte réglementaire. Alors, comment ce texte réglementaire définit la pression atmosphérique, la pression relative, la pression absolue et la pression d'intervention? La pression atmosphérique est définie comme le poids de l'air dont on admet par commodité qu'il a une valeur de 1 bar. C'est une convention internationale qui est admise dans tous les pays. Ensuite, vous avez la définition de la pression relative. C'est la pression qui va régner à une profondeur définie par rapport à la surface de la mer. Ensuite, vous avez la pression absolue ou pression totale. Là, c'est la somme de la pression relative et de la pression atmosphérique. Et la pression d'intervention, c'est la pression totale au niveau des voies respiratoires du plongeur. C'est ce que subit directement le travailleur là où il est, le point de profondeur à laquelle il est, au moment où elle atteint sa valeur maximale pendant la durée du travail. Donc, on a ces 4 définitions qu'il faut pouvoir
bien identifiées et elles sont importantes lorsqu'on doit faire les fameuses cartes de plongée et de remontée pour les travailleurs en hyperbarie. Il y va de leur santé et elles sont nécessaires aussi pour les mélanges gazeux que l'on doit leur donner à respirer. Alors, quand on exerce la plongée sous-marine professionnelle, il y a dans la réglementation la définition des niveaux auxquels se fait l'intervention. Et ces niveaux sont importants à connaître parce qu'ils seront spécifiés sur tous les documents et un travailleur qui doit plonger ne peut pas aller au-delà de ce qui est inscrit dans son document, de son brevet et son certificat d'aptitude. C'est donc très important de bien connaître le niveau auquel on a droit et pour lequel on doit bénéficier d'un certain nombre d'équipements et pour lesquels les mélanges gazeux doivent être bien spécifiés et pour lesquels la carte de remontée doit être aussi très précise. Et les contrôles vont être très sévères vis-à-vis de l'employeur ou de l'armateur ou le responsable du bateau s'il y a un manquement à ces éléments. Donc, il y a 3 niveaux que l'on va définir comme le définit la loi. Un premier, un deuxième et un troisième niveau. Pour le premier, lorsque la pression totale est de 4 bars, soit une profondeur n'excédant pas 30 mètres. Donc, quelqu'un qui a un brevet de premier niveau et un certificat d'aptitude de premier niveau, il peut plonger jusqu'à 30 mètres. Pas plus. Moins, oui, mais pas plus. Le deuxième niveau, c'est lorsque la pression totale est de 6 bars, soit une profondeur n'excédant pas 50 mètres. De la même manière, quelqu'un qui a un brevet et un certificat d'aptitude à la plongée de deuxième niveau, il peut aller jusqu'à 50 mètres, pas plus, mais il peut faire moins. Il peut faire des travaux qui sont à moins de 50 mètres. Le troisième niveau, lorsque la pression totale est supérieure à 6 bars, soit on va au-delà de 50 mètres. Et ça, c'est vraiment les hyper spécialistes, ceux qui ont aussi des niveaux de commandement au niveau d'une équipe qui est beaucoup plus important, etc. Alors, lorsque l'on veut exercer ce type de plongée, on doit absolument être titulaire d'un brevet de qualification et d'un certificat médical d'aptitude à l'hyperbarie dont je viens de vous parler, mais on va voir ce que la législation exige pour le brevet de qualification. Le brevet de qualification va indiquer l'activité pour laquelle le plongeur est qualifié et il est habilité. Et on va lui spécifier le niveau d'intervention auquel il a droit, premier, deuxième ou troisième. Alors, ce brevet, il doit être délivré par un établissement de formation national ou international. Et donc, lorsque l'organisme national est agréé, il peut délivrer ce genre de brevet. Ça veut dire qu'il fait la formation et il donne le diplôme. Et on a aussi la possibilité d'avoir un brevet qui est établi par un établissement de formation étranger qui sont reconnus, si vous voulez, par le pays où on va exercer. Alors, pour accéder à la formation, il y a aussi des conditions. C'est-à-dire que le programme et la formation, les modalités d'examen et l'octroi du brevet, c'est le ministère de la Pêche, de la formation professionnelle et de la marine marchande qui sont chargés de les spécifier. Et c'est eux qui donnent possibilité à tel ou tel organisme de pouvoir donner ces brevets. Quant au certificat médical d'aptitude, pour exercer la plongée, il est fait par un médecin spécialiste en hyperbarie
ce sont des médecins qui sont soit directement de leur spécialité, ils font une formation supplémentaire en médecine hyperbare, soit c'est des médecins du travail qui ont fait cette surspécialité en médecine hyperbare. Il y en a quelques-uns à Sonatrach, il y en a chez les pompiers et il y en a chez les militaires. Le certificat médical d'aptitude doit absolument indiquer le niveau de pression et le délai de validité. C'est-à-dire que on peut délivrer un certificat valable d'une année, mais on peut décider que le certificat est valable 6 mois, si on a remarqué qu'il y avait un problème, par exemple. Les plongeurs professionnels ne peuvent être employés que dans les limites de leur qualification. Le brevet et le certificat médical d'aptitude doivent absolument le mentionner. Premier niveau, deuxième niveau ou troisième niveau. Et chacun doit rester dans les limites de ce que lui permettent son brevet et son certificat médical. Et bien sûr, pour postuler à un certificat médical d'aptitude en hyperbarie, en plus d'avoir le brevet, et il faut avoir plus de 18 ans. Donc, il faut avoir au moins 18 ans. Plus de 18 ans, c'est mieux. Et les conditions d'aptitude physique sont définies par le ministère de la Pêche, de la Santé et de la Marine marchande. Et donc, vérifié par le médecin spécialiste en hyperbarie. Quand on fera la troisième partie, on parlera des pathologies, on parlera du détail de l'aptitude et de ce qui est demandé comme examen complémentaire, etc. Alors, en plus des conditions de détention de ce brevet de qualification du certificat médical, il y a tous les critères de, comment on appelle ça, les critères qui réglementent les éléments de sécurité et d'équipement et d'autorisation pour l'exploitant. C'est-à-dire que en plus du fait que les travailleurs doivent absolument avoir le brevet et le certificat médical, on doit avoir un dispositif de sécurité pour la plongée, et on va détailler quels sont les éléments qu'il doit contenir, des équipements individuels et collectifs qui sont obligatoires, que chacun doit avoir, et que l'employeur doit avoir l'autorisation d'exploitation. Alors, pour ce qui est du dispositif de sécurité, il doit indiquer la durée d'immersion des plongeurs, c'est-à-dire pendant combien de temps ils doivent rester sous l'eau. Et ceci est déterminé sur la base de la quantité et de la composition de ce qu'ils respirent, l'air ou le mélange gazeux que l'on leur donne dans les bouteilles. Et ces tableaux de composition de l'air doivent être affichés avec les quantités, les délais d'immersion, et ils doivent être contrôlés et visés par le ministère de la Pêche, de la Santé, du Travail et de la Marine marchande. Lorsqu'on est en opération de plongée, dans les profondeurs de 3e niveau, il y a une exigence supplémentaire à la présence de manière constante d'un plongeur de secours, titulaire d'un brevet de qualification qui va l'habiliter à des niveaux de plongée de 3e niveau, avec un certificat d'aptitude à l'hyperbarie valide, en cours de validité, et il va en plus falloir mettre à la tête de ce groupe un chef de plongée qui lui-même est titulaire de brevet de qualification qui l'habilite à des plongées de 3e niveau. C'est-à-dire il va y avoir 2 niveaux hiérarchiques en plus pour pouvoir gérer une opération en cours. Il y a le groupe qui va plonger, et si le groupe doit plonger à un 3e niveau, ça n'est plus un seul chef habilité à un 3e niveau avec des connaissances et un certificat médical d'aptitude à l'hyperbarie, mais en plus de lui, il doit y avoir un chef qui a le même niveau de qualification, mais en plus, il doit être secouriste. C'est-à-dire pouvoir intervenir sur les urgences
s'il y a un accident de décompression ou s'il y a un accident en profondeur. Alors, le navire, lui, doit avoir à bord un poste de suivi et de contrôle avec tous les moyens de communication, avec la possibilité d'avoir une alerte, de donner une alerte secours, de pouvoir donner les renseignements sur les conditions techniques de la plongée si jamais il y a des contrôleurs de la marine qui passent. Il doit être en mesure de leur sortir tous les papiers avec les tables de plongée, avec les mélanges gazeux qui sont utilisés, le stock disponible, les gaz qui sont mélangés, avec quel pourcentage, etc. Tout ceci est important parce qu'au cas où il y a un incident ou un accident, ils peuvent faire appel avec la radio pour les systèmes de communication. Il faut qu'ils soient signalés avec des bouées, on les voit de très loin. Il faut qu'ils aient donné l'information au niveau du port d'où ils ont démarré, qu'ils partent à tel endroit et qu'ils doivent plonger, etc. Donc, ceci est un dispositif sécuritaire vraiment important, pas seulement sur le plan réglementaire, tel qu'il est détaillé dans ce texte, mais il donne toute la mesure du risque encouru par les travailleurs de ce type. Alors, les plongeurs professionnels sont obligés de signaler leur position par des systèmes qui sont reconnus et qui ont des significations pour les marins la marine de contrôle, si vous voulez, tels que des bouées de signalisation, des pavillons, dits pavillons alpha, qui doivent être mis dans les zones d'intervention. Et quel que soit le type de plongée, grande, petite, à la recherche d'un trésor ou autre, ceci doit être couvert par une police d'assurance. Il doit y avoir une assurance qui couvre les plongeurs, le bateau, l'armateur et tous les éléments constitutifs de l'équipe de plongée. Alors, ensuite, on va parler des équipements. On a parlé de la sécurité. On va parler des équipements individuels et collectifs. Tout plongeur doit disposer d'un équipement individuel et avoir à disposition du groupe des équipements collectifs qui sont donc utilisés par tout le groupe. Et le navire, lui, doit contenir normalement un caisson de décompression avec un sas d'intervention et un sas de communication. La disponibilité et la qualité de tous ces équipements est de la responsabilité de l'employeur que l'on appelle un armateur dans le cadre de la marine. Alors, le troisième élément qu'on a cité pour être en conformité et aller faire de la plongée professionnelle, de la plongée sous-marine professionnelle, c'est l'autorisation d'exploitation des ressources. Alors, on ne peut rien prélever qui n'est dûment autorisé. C'est-à-dire que sur l'autorisation qu'on vous délivre, vous déposez un dossier, on va vous délivrer une autorisation. Dans cette autorisation, tout est écrit. Là où vous pouvez aller, à quelle profondeur, qu'est-ce que vous pouvez prendre, qu'est-ce que vous ne pouvez pas prendre. Et si vous découvrez un trésor, il n'est pas à vous. C'est ça que ça veut dire. Donc, une autorisation est délivrée par l'administration responsable et chargée de la pêche, avec bien déterminé, bien écrit, noir sur blanc, là où les espèces de ressources biologiques que vous pouvez pêcher, la période au cours de laquelle vous pouvez pêcher, la zone au niveau de laquelle vous pouvez pêcher et éventuellement la profondeur et les prélèvements qui sont autorisés. La quantité que vous avez le droit de prélever, elle peut être globale sur toute une saison ou périodique. On vous dit vous pouvez prendre tant tous les 3 mois ou tous les 2 mois ou 6 mois sur 12 ou des choses comme ça.
Et on doit absolument mettre sur cette autorisation toute prescription particulière liée aux techniques de prélèvement. Par exemple, on peut vous dire, attention, le corail, ça ne s'arrache pas. Il faut le cueillir de telle manière. Et vous pouvez le cueillir quand il est à tant de centimètres ou à tant de millimètres, etc. Toute autre prescription particulière liée à la protection des ressources biologiques marines. C'est-à-dire qu'on peut vous dire un poisson de telle taille ou tel type d'espèce que vous êtes autorisé à aller pêcher. Si elle n'atteint pas telle taille, vous n'avez pas le droit de l'avoir dans vos filets et de la remonter. Voilà. Donc, toutes les spécifications sont absolument décryptées dans cette autorisation. Et cette autorisation est délivrée sur la base d'une demande d'autorisation que l'on dépose au niveau du ministère de la Pêche, et c'est lui qui a l'autorisation, qui a la possibilité, qui est habilité à vous délivrer cette autorisation. Alors, les plongeurs professionnels doivent absolument se conformer aux règles de protection et de préservation du patrimoine culturel. C'est ce que je disais sur les trésors. Si vous découvrez quelque chose, vous devez la signaler au ministère de la Culture, au ministère de la Pêche, et eux, ils doivent prendre des dispositions pour ce qu'ils doivent en faire. Et ce qui est découvert dans les fonds marins appartient à l'État, n'appartient pas à l'individu qui le découvre, ni à l'équipe, ni à l'armateur qui le découvre. Alors, ceci est mis en annexe du texte législatif dont j'ai tiré les éléments dont je viens de vous parler. Ceci est la liste des moyens de communication, d'alerte et de secours qui doivent absolument être au niveau du bateau, où il y a l'équipe de plongée. Il doit y avoir une embarcation rapide à proximité immédiate du site de plongée. Il doit y avoir 2 bouées de couronne, 2 bouées à couronne. Il doit y avoir 2 extincteurs de 6 kg à poudre et à mousse, des fusées de détresse réglementaires pyrotechniques, un pavillon NC et rouge. Ce sont des éléments de langage de la marine. Il doit y avoir un manche d'incendie et une pompe d'incendie, une pompe d'assèchement, des gilets de sauvetage en nombre suffisant, toujours N, c'est-à-dire le nombre de personnes qu'il y a à bord, plus 2. Une encre de mouillage, 2 haches de pompier, un inhalateur d'oxygène, une valise de réanimation, une radio de communication VHF. Quant aux équipements individuels et collectifs, alors pour l'individu, on doit mettre à sa disposition une combinaison de plongée, un gilet de remontée, une ceinture de lestage à boucle largable, c'est-à-dire qu'il peut se détacher et qu'on peut enlever, des bouteilles d'air ou de mélange de gaz de nature et de quantité adaptée à la nature et au type de plongée, 2 détenteurs à 2 étages, un masque, un tuba, des palmes, des chaussons, une paire de gants, une lampe étanche, une montre étanche, un compas, un profondimètre, un poignard, une table de décompression. Voici ce que ça donne lorsqu'on a mis tout ça sur soi. C'est la tenue du plongeur. Pour l'équipement collectif, il doit y avoir sur le bateau donc un compresseur haute pression, un analyseur de gaz, une rampe de stockage d'air, une station de mélange de gaz, des moyens de communication, une sonde, un pavillon de repérage pour le navire de plongée, une corde de liaison entre le bord et le plongeur, un narguilé d'air et d'oxygène prévu pour les paliers et un parachute. Ce sont des éléments qui vont permettre les fameuses minutes d'attente qu'on doit faire en remontant palier par palier. Alors, lorsque l'on fait des opérations de plongée
professionnel, on reste dans le professionnel, hein, même quand je ne le dis pas. Dans des profondeurs de premier niveau et de deuxième niveau, on doit être dirigé par un chef de plongée qui est un moniteur de troisième niveau. Je vous l'avais déjà signalé tout à l'heure. Mais quand on arrive au troisième niveau, il faut quelqu'un au-dessus du moniteur de troisième niveau. Il faut quelqu'un qui a non seulement les capacités du troisième niveau, avec évidemment un certificat médical en cours de validité, mais il doit être secouriste quand on fait du troisième niveau. Alors là, on rentre dans un deuxième chapitre de réglementation sur les scaphandriers. On a parlé des plongeurs professionnels, ceux qui vont faire de la pêche sous-marine, si vous voulez. Et là, on va parler des scaphandriers plongeurs qui peuvent avoir à faire d'autres types de travaux, mais surtout qui ont un équipement vraiment différent. Alors, c'est des plongeurs aussi et qui doivent être âgés entre 18 et 40 ans. Pour les plongeurs, on avait parlé de l'âge minimum, mais il n'y avait pas d'âge maximum. C'est-à-dire que si on n'a pas de problème de santé, on peut aller au-delà de 40 ans. Alors que pour les scaphandriers, non. C'est entre 18 et 40 ans. Là, les qualifications du plongeur sont précisées en degrés, pas en niveau, mais ça veut dire à peu près la même chose. Le premier degré concerne les plongeurs qualifiés pour l'exécution de travaux à des pressions n'excédant pas 4 bars relatifs. Le deuxième niveau, c'est 6 bars relatifs. Et le troisième niveau, au-delà de 6 bars relatifs. Donc, il y a des degrés pour les plongeurs professionnels qui font de la pêche sous-marine et il y a des degrés pour les scaphandriers. Chez nous, on ne les exclut pas, dans le texte en tout cas tel que je l'ai lu, mais en France, on exclut les personnes des salles blanches et sont inclus tous les personnels travaillant en milieu immergé, quelle que soit la pression. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une salle blanche? C'est une salle qui est mise sous pression pour qu'il n'y ait pas de pollution, de quelque type que ce soit. Alors, je vous ai pris une espèce de définition. Une salle blanche est une pièce ou une série de pièces où la concentration particulière est maîtrisée afin de minimiser l'introduction, la génération, la rétention de particules à l'intérieur, généralement dans un but spécifique, industriel ou de recherche. On les trouve dans les usines de médicaments, on les trouve dans les usines dans les labos de recherche troisième niveau, on les trouve dans les usines qui fabriquent du matériel pour le solaire, etc., et qui a besoin vraiment d'un milieu hyper nickel où il n'y a rien qui circule pour que la qualité de ce qui est produit soit la meilleure possible et qu'il n'y ait pas de défaut. Les salariés qui vont effectuer des travaux en milieu où la pression est supérieure à la pression atmosphérique se retrouvent dans ce type de personnel. Vous avez des scaphandriers en génie civil ou en offshore. Offshore, c'est tous les travaux qui se passent sur des plateformes dans les océans et les mers, pour le pétrole, pour le gaz ou pour autre chose. Les plongeurs biologistes, les plongeurs des ports de plaisance, les moniteurs de plongée, les plongeurs pompiers, sécurité civile ou police, les plongeurs photographes et cinéastes, les plongeurs militaires avec une réglementation différente, supplémentaire, les plongeurs aquaculteurs, les plongeurs de contrôle non destructif, etc. À chaque fois qu'il y a travail sous un liquide, de l'eau en général, ou dans des profondeurs qui vont entraîner une hyperpression, vous avez les métiers, vous avez vu aussi variés qu'un cinéaste ou qu'un photographe ou qu'un biologiste ou quelqu'un qui travaille dans un port de plaisance pour apprendre aux gens à plonger et à regarder les fonds marins avec des poissons, des algues et des récifs
juste pour la beauté des paysages. Il peut y avoir aussi des métiers dans des milieux secs, tels que les tubistes. J'ai parlé des tunnels de métro, le tunnel sous la Manche pour le train qui relie la France à l'Angleterre, etc. Les interventions en chambre de soudure et les personnels médicaux, paramédicaux et instrumentistes, etc., qui travaillent dans les caissons hospitaliers. Voici l'image d'un soudeur-plongeur. Voilà, son métier, c'est soudeur, mais il le fait dans un milieu hyperbare. Ceci est un scaphandrier soudeur. Là, vous avez des câbleurs plongeurs. Là, vous avez les images de ce que l'on appelle un caisson de décompression, dans lequel on met les gens pour des traitements d'accidents de décompression. Alors, ceci vous fait une petite comparaison entre la répartition des personnels intervenant en milieu hyperbare chez nous et en France. En gros, on est à peu près à la même, dans les mêmes zones, hein, si vous voulez. Les termes sont différents. En France, on utilise le mot classe. Chez nous, on utilise niveau. Pour ce qui est des plongeurs, par exemple, plongeurs professionnels pour l'exploitation des ressources biologiques marines. On a dit premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau avec 30, 50 et au-delà de 50 mètres. En France, c'est classe 1A de 0 à 10 mètres, classe 1 de 0 à 40 mètres et classe 2 de 0 à 60 mètres, classe 3 sans limite. Voilà, donc il y a des différences. Il faut quand même préciser que la France est très, très avancée dans les systèmes qui sont utilisés. C'est elle, par exemple, avec toute l'épopée de Cousteau, si vous en avez entendu parler, il a développé beaucoup le matériel qui est utilisé pour aller dans les profondeurs, etc. Et ça donne une espèce d'avance à ces écoles et au niveau de beaucoup de gens viennent se former, en particulier dans le sud de la France. Il y a une grande école à Marseille qui forme aussi bien des ingénieurs, des plongeurs, des soudeurs ou de toutes sortes de métiers. Pour les scaphandriers, la même chose, une petite comparaison. On parlera toujours de classe en France et de degrés chez nous. Alors, pour la qualification donc, des scaphandriers, on a des degrés premier, deuxième, troisième degré avec 4 barres, 6 barres et au-delà de 6 barres. Les Français parlent de classe A à 10 mètres, classe 1A à 10, entre 0 et 10 mètres, classe 1, 0 à 40 mètres, classe 2, de 0 à 60 mètres, classe 3, sans limite. Alors, qui est concerné par, quels sont les gens qui sont concernés par le travail en milieu hyperbare? C'est toutes les entreprises, y compris les associations et les établissements publics, c'est-à-dire qu'ils doivent répondre à tous les critères qu'on vient de dénoncer. Toute personne qui intervient en milieu hyperbare. On ne tient pas compte, si vous voulez, de la spécificité juridique de l'établissement dans lequel on travaille. Vous voyez, on parle d'entreprise, on parle d'association et on parle d'établissement public, tout le monde. Les artisans aussi, quand ils interviennent en milieu hyperbare, que ce soit dans le bâtiment, le génie civil, ils sont concernés par cette réglementation. Et tout artisan qui intervient dans le cadre d'une autre entreprise doit être soumis à ce même type de restrictions réglementaires qui sont donc gérées par les textes qui sont soulignés dans ce document. Alors, en fonction du type de milieu dans lequel on intervient, il va y avoir des risques associés, évidemment. Si vous travaillez dans des égouts ou dans un milieu nucléaire ou dans de l'eau très chaude ou très froide,
vous allez avoir les risques liés à ces milieux-là. Si vous utilisez un outil vibrant ou si vous faites de la manutention, vous allez avoir les risques qui sont liés à ces éléments-là. Quand vous travaillez à proximité d'un type de machine ou de zone où il y a de forts mouvements, des tourbillons d'aspiration ou des choses comme ça, vous allez aussi avoir ces risques supplémentaires. Quand vous utilisez ou vous manipulez des explosifs, la même chose. Lorsque vous manipulez des charges lourdes, vous allez avoir les risques liés à la manutention lourde en surface. Et lorsque vous plongez en surface non libre, c'est-à-dire qu'au-dessus de vous, il y a encore quelque chose, par exemple, comme vous êtes dans une galerie ou vous êtes sous la glace ou des choses comme ça, vous allez avoir des risques supplémentaires liés à ces milieux. Alors, quels sont les moyens qu'on peut retrouver pour faire de la plongée? On a les scaphandres, on a les narguilés, on a les bulles et les tourelles. Dans la suite, il va y avoir des images de ce genre d'éléments qu'on peut utiliser comme des éléments d'intervention sous l'eau. Alors, quand vous intervenez en scaphandre, c'est une des méthodes d'intervention la plus fréquente. Et vous équipez votre plongeur qui va avoir à sa disposition une réserve de gaz comprimé, un détendeur, un équipement de tête avec un masque facial et un casque, une combinaison de plongée en néoprène humide ou un vêtement sec en dessous, un lestage, un équipement de remontée rapide, plus une équipe minimum de 4 personnes. Chacun aura un rôle et le temps de travail, les paliers de décompression compris, doit être limité à 3 heures en mention A et à 6 heures en mention B par jour. Donc, on travaille 3 heures, entre 3 et 6 heures en fonction de ce qu'on a à faire. Voilà. Ceci est un scaphandrier complètement équipé. Une intervention avec un narguilé, c'est un mode d'intervention le plus fréquent en travaux publics. C'est un équipement identique avec une réserve de gaz qui est plus faible, uniquement pour le secours. Le scaphandrier est relié à la surface par un narguilé qui apporte du gaz en temps réel, qui apporte les communications, la mesure en continu de la pression à laquelle évolue notre plongeur. Et il faut une équipe minimum de 3 personnes. Alors voilà ce que c'est que le narguilé, c'est en fait une espèce de compresseur qui vous produit de l'air. La plongée en bulle, c'est le narguilé principal est relié à une cloche qui va, elle, descendre et former une bulle sous l'eau avec un ou plusieurs narguilés secondaires pour pouvoir gérer la qualité et la quantité de l'air qui est injecté dans la bulle. Les paliers se font dans la bulle, tête et tronc hors de l'eau, ce qui permet d'utiliser de l'oxygène pur au palier à partir de 12 mètres en réduisant et sécurisant la décompression. C'est des interventions limitées à 120 mètres et l'équipe minimum est de 4 personnes. Voici un exemple de bulle dans laquelle évolue le plongeur sous l'eau pour faire son intervention. Une intervention à saturation. Alors, c'est un type d'intervention assez particulier. Lorsque le temps de travail en hyperbar devient trop faible par rapport au temps de palier, c'est-à-dire qu'on va travailler 2-3 minutes à une profondeur très loin, et ce temps de travail va nécessiter des heures de remontée. Donc, on essaye de trouver un subterfuge pour pouvoir gérer cette espèce de problématique.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'arrange pour garder le plongeur comme s'il était toujours sous pression, comme s'il était toujours à 120 mètres, si vous voulez. Donc, il va aller faire son intervention rapide, mais sa remontée, elle va se faire dans un endroit où il va rester sous pression. Donc, lorsque le temps de travail en hyperbar devient trop faible par rapport au temps de palier, le plongeur est saturé dans un caisson en surface à la pression de travail. Le gaz utilisé est le plus souvent de l'héliox, c'est un mélange d'hélium et d'oxygène. Une tourelle descend le plongeur pour son intervention dans l'eau une fois par jour. Plusieurs équipes peuvent se relayer pour intervenir en continu. Il y a une installation, mais elle est très coûteuse, elle est lourde à mettre en œuvre. On ne l'utilise que vraiment pour des choses qui sont importantes et elle n'existe pas partout. Elle est par exemple chez les Français à la COMEX. Elle permet de travailler au-delà de 120 mètres jusqu'à 700 et quelques mètres, qui est le record mondial atteint en 92 par cet organisme français. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on maintient le type dans un caisson où il est toujours à la pression à laquelle il travaille et on le replonge dedans et on peut mettre plusieurs travailleurs qui se relayent et ils vont intervenir les uns après les autres tout en restant à saturation. Quand le travail est fini, on fait des paliers de décompression pour tout le monde. Intervention en tunnelier, soit une galerie entièrement pressurisée, soit une intervention dans la chambre d'attaque en phase d'entretien du tunnelier. La pression est entre 0,3 bar et 4,8 bars. C'est des choses qui sont parfois en expérimentation. Hein. Voilà le genre de tunnelier qu'on utilise pour faire des galeries souterraines dans un milieu en hyperpression. Alors, les métiers apparentés à tous ces et qui utilisent ce genre de dispositifs pour pouvoir travailler, il y a les hyperbaristes, donc qui interviennent en milieu hyperbar pour des tas d'interventions. Ils s'occupent des gens qui travaillent en milieu hyperbar et eux-mêmes, ils se mettent en milieu hyperbar pour pouvoir intervenir. Par exemple, un médecin hyperbariste, c'est celui qui reste dans le caisson avec son malade. Et lui aussi, il est soumis à la pression. Les plongeurs, les scaphandriers, les tubistes, bien sûr, les travailleurs en air comprimé, les moniteurs de plongée, les hyperbaristes en milieu sec, ceux en milieu humide et ceux en immersion. Alors, on peut comme ça décliner diverses activités qui se passent en milieu hyperbar. Vous pouvez ajouter un nom de métier devant hyperbariste. Si c'est nécessaire d'intervenir dans ce type de milieu, vous aurez un médecin hyperbariste, une infirmière hyperbariste, un pompier hyperbariste, un policier subaquatique, un photographe sous-marin, un scientifique subaquatique, archéologue, chercheur, caisson master, ceux qui s'occupent de la thérapeutique sans être médecin, c'est-à-dire des paramédicaux ou des techniciens de la science physique de l'hyperpression, les soudeurs sous-marins, les chefs d'opération hyperbar, chefs de caisson, chefs de sas, chefs de tourelle, etc., etc. Alors, dernier truc dont on n'a pas parlé dans tout ça, c'est la plongée en apnée. Alors, la plongée en apnée, c'est plutôt un sport. C'est une technique qui est peu pratiquée dans le monde du travail. Évidemment, on utilise tout ce que je viens de vous décrire avec les règles que je viens de vous énoncer. Donc, très peu, sauf peut-être pour les pêcheurs de perles. Et encore, aujourd'hui, on peut avoir du matériel sophistiqué pour aller pêcher des perles. Mais il existe encore aujourd'hui des artisans pêcheurs de perles, si vous voulez, qui plongent en apnée. Et puis, vous avez toute la partie concours professionnel d'apnée chez des sportifs de haut niveau.
qui plongent et qui comptent le nombre de mètres qu'ils font sans respirer et qui remontent avec le petit jeton écrit dessus le nombre de mètres qu'ils ont traversé. Elle est par contre couramment utilisée par les sportifs car elle nécessite pas de matériel coûteux. C'est vraiment un tuba, des palmes, si la mer est froide, une combinaison de plongée et on peut aller à quelques mètres pêcher un mérou ou un rouget de roche ou un truc comme ça, mais pas plus. Si sa pratique a l'air facile, il faut faire attention, ça n'est pas quelque chose qui est dénudé de danger. C'est quand même une pratique qui reste dangereuse, surtout si on s'amuse à la pratiquer en solitaire, sans surveillance à la surface, avec quelqu'un qui surveille attentivement la bouée que le plongeur doit toujours avoir comme elle le signale au niveau où il est. C'est vraiment très, très important. Donc, la plongée en apnée, c'est quelque chose qu'on voit encore dans ce que je viens de vous décrire, mais surtout chez les amateurs. Et chez ceux-là, il n'est pas sûr que toutes les précautions, quand ils ne sont pas bien formés, que toutes les précautions soient prises en considération. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Je pense que j'ai fait le tour des éléments importants sur les métiers et le travail en milieu hyperbare. Oui, Hein? c'est clair. C'est clair? Alors, il y a une petite série de dias qui sont à la suite de ce cours que je vais vous laisser avec le document, qui sont à la fois à cheval entre ce que je viens de dire, le prochain cours et le cours précédent. D'ailleurs, je n'ai pas très bien su où les mettre. J'aurais pu les mettre dans le premier cours, comme j'aurais pu les mettre dans le suivant. Donc, je les ai mis au milieu, comme ça, vous verrez. Hein, moi, je vous les laisse en rouge, comme ça, vous pourrez les gérer. Il y a des compléments pour certaines, pour les lois physiques dont on a parlé et à quoi elles s'adressent. Il y a quelques rappels physiques, mais quelques éléments de physiopathologie pour bien comprendre ce qui se passe. En fait, c'est des rappels. Par exemple, je vous dis là que toutes les cavités de l'organisme qui contiennent de l'air doivent tout de suite vous faire penser à la loi de Mariotte sur les volumes et les pressions. Voilà, quand il y a des changements, ça peut gonfler. Alors, quand c'est élastique, comme le tube digestif, on peut comprendre, mais c'est très douloureux. Mais quand c'est entouré d'os, comme dans les cavités ORL, il peut y avoir de vrais dégâts. Vous trouverez donc les éléments absolument nécessaires pour pouvoir plonger. Par exemple, il faut que les sinus soient perméables, il faut que la trompe de stage soit perméable pour bien garder l'équilibre entre de l'oreille moyenne. Et on verra qu'il y a beaucoup de contre-indications ORL à la plongée ou au travail de ce type. Et l'hygiène alimentaire est important à surveiller pour les plongeurs. Il ne faut pas qu'avant une plongée, on mange quelque chose qui est génératrice de gaz et ça peut rendre difficile le travail en hyperbarie. Et si la paroi du tube digestif est fragile, il y a un vrai problème et peut-être même des contre-indications. La même chose pour l'appareil respiratoire.
Vous avez tous les problèmes. Nous, on respire dans l'air. Si vous mettez votre nez et votre bouche à 20 cm sous l'eau, vous n'arrivez pas à respirer. Vous allez inspirer de l'eau qui va vous rentrer dans les poumons et vous créer des problèmes. Voilà. Donc, je vous donne comme ça quelques indications supplémentaires sur les problèmes qui peuvent compléter votre information sur le travail en milieu hyperbare et ce que ça donne comme changement au niveau de notre organisme. Évidemment, c'est toujours intéressant à relire pour être complètement dans le bain. Si vous n'avez plus de questions, je vous enverrai le document comme le premier, que j'espère que la lecture n'a pas été trop indigeste. J'ai essayé de simplifier au maximum de toutes les lectures que j'ai pu avoir, mais n'hésitez pas à vous replonger dans les lectures. Je pense qu'à la fin du 3e cours, je vous ai mis une liste de références bibliographiques que vous retrouverez et que vous pourrez consulter. Autre chose? Merci, professeur. Merci, professeur. Bonne fin d'après-midi. Encore merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.